Bonsoir, bienvenue à tous, merci de nous retrouver pour les aléas du direct. Le jeudi, c'est politique, c'est économie, mais pas que, c'est aussi sport, c'est aussi sagesse avec Florian mentionne. Voilà, la tranche de sagesse, mais ce sera à la fin, il faudra patienter pour avoir la sagesse. Ça se mérite. Ça se mérite. Exactement. Ça renforce notre côté sage et philosophe devant l'étendue de l'infini. Parce que vous savez que on n'est pas toujours à même de mesurer l'incommensurable. On va parler Père Noël et utopie tout à l'heure. Vous aviez perçu cette dimension-là? Oui. Nous avons également, bien sûr, Olivier Roiran pour parler politique avec nous. Et il a choisi ce soir d'inviter Christian Dumont. Christian Dumont, conseiller municipal UMP. Et ci-devant, candidat à la candidature pour la mairie de Montpellier. Je dis une bêtise, monsieur Dumont? Pas de bêtises. En face de lui, Gilles Blanc, que les Nîmois connaissent du PS, du Parti Socialiste du Gard, pour le débat politique dans un instant. À vos côtés, vous le connaissez peut-être moins, c'est Philippe Boissier. Pourtant, son entreprise est extrêmement performante. Elle s'appelle Néo Télécom. Elle fait dans le data center. Ils ont même eu Canal Plus chez eux. J'ai une bêtise là, non? Non, tout à fait. Il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines. Maintenant, vous êtes sur TV Sud. Sur TV Sud. Eh bien oui, vous progressez. On progresse, tout à fait. Progresser. On parlera sport également tout à l'heure avec monsieur Giordano. On parlera chevaux cow-boy. Mais tout de suite, ce sont les titres. Bonsoir Marlène, et vous piquez un peu de politique à Olivier, oui, on va non? faire de la politique et de l'économie dans le journal comme vous. Ah bravo, vous nous piquez tout maintenant. On va commencer avec la politique, avec l'élection législative partielle à Béziers. Après l'annulation du scrutin de juin par le Conseil constitutionnel, on revote sur la 6e circonscription de l'Hérault dimanche. On liste au premier tour dimanche 7 candidats, dont la socialiste Dolores Roquet. Et puis le député sortant UMP Élie Abou et France Jamais, chef de file régional du Front National. En 6 mois, le contexte politique a beaucoup évolué et ce scrutin pourrait servir de test au parti. Et puis il faut s'habiller plus chaudement pour faire la campagne aussi, hein, vous avez remarqué? Oui, là j'ai vu, oui. Les premiers étudiants investissent l'EAI. Voilà, en début de la semaine, ils sont une quarantaine à avoir aménagé dans le premier bâtiment réhabilité de l'ancienne école militaire. D'ici fin janvier 2013, la résidence du parc devrait compter 3 bâtiments et 168 logements. Il y a près d'un an, le site de 38 hectares a été racheté par la mairie de Montpellier. La résidence est louée au Crous pour au moins 10 ans. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de prothèse chevaline? Alors voilà, on va parler économie avec le lauréat l'un des lauréats du 10e prix de la TPE. C'est le coup de cœur du jury, qui est un gardois passionné de chevaux. Virgile Casal a démarré son activité il y a 2 ans dans le garage de ses parents. Il fabrique des selles, mais surtout, il met au point ses premières prothèses orthopédiques destinées aux chevaux. C'est une activité unique en France et aujourd'hui, son entreprise est en plein essor et s'est implantée à Aigues-Mortes. J'ai hâte de découvrir ça. Je sais qu'il va faire dans les moins 10 quelque part en Alsace. Mais bon, ça vous intéresse pas trop, mais chez nous, ça va donner quoi? Non, ça se couvre demain. Il va pleuvoir sur la région, notamment dans le Gard. Le matin, il fera 2 petits degrés à Nîmes, 4 à Montpellier, 6 à Béziers. Et l'après-midi, les températures seront comprises entre 8 et 11 degrés sur le Gard et les Hauts. Merci Marlène, on refait le point de l'actualité tout à l'heure à 19h. Et puis bien sûr, le journal complet, c'est à 19h30. On va parler politique maintenant. Et Olivier Roiran est content, il y a une élection, voilà, c'est pas difficile, c'est pas n'importe quelle élection, c'est l'élection législative, il n'y en a qu'une, donc c'est bien au singulier, c'est une partielle et c'est du côté de Béziers. Et oui, c'est sur la 6e circonscription donc de l'Hérault, ça se passe à partir de ce dimanche, premier tour donc ce dimanche 9 décembre. On va évidemment y revenir assez largement. Une élection qui avait été annulée au mois de juin, la socialiste Dolores Roquet l'avait emportée avec 10 voix d'avance sur le sortant UMP Élie Abou. Vous étiez d'ailleurs son avocat au Conseil constitutionnel, Christian Dumont. 10 voix d'écart, ce n'est pas une décision illogique du Conseil constitutionnel d'annuler? Ah non, 10 voix d'écart, c'est presque même unique dans les annales du Conseil constitutionnel. Une élection qui se joue sur 10 voix d'écart sur une circonscription. Et donc, le Conseil constitutionnel a fait droit à notre argumentation. Et on avait prouvé, avec pas mal d'éléments, que le scrutin, la sincérité du scrutin avait été altérée.
Bon, en tout cas, notre donnée, c'est que le Front National avait fait près de 21% au cours d'une triangulaire. À présent, le candidat FN a changé. Guillaume Vouzello a laissé la place à sa compagne, France Jamet, chef de file régional du parti de Marine Le Pen. France Jamet l'avoue, elle veut que le FN élimine l'UMP, tout simplement, sur ce combat législatif biterrois. Un véritable test pour Louis Alliot, le numéro 2 du Front National. Il était présent hier à Béziers pour une cérémonie d'hommage aux morts pour la France d'Afrique du Nord. Écoutez Louis Alliot qui compte beaucoup sur ce scrutin héroltais. On vit la situation, les difficultés du gouvernement, le chômage qui augmente, la crise qui s'accentue, et puis de l'autre côté, une implosion assez puérile, il faut bien le dire, d'un parti qui était soi-disant le premier parti de France et qui est aujourd'hui en déliquescence. Il est évident que l'électorat va se tourner vers notre candidate et elle aura valeur de test dans une terre où le Front National est traditionnellement assez fort. Et de ce point de vue-là, nous regarderons avec attention les résultats. Alors avant de donner la parole aux nos invités, il y a 4 autres candidats, il faut quand même les donner. Luc Zénon, Debout la République, Maryse Launay pour le Parti ouvrier indépendant, Paul Barbazange pour le Front de gauche et Magali Manus pour le Mouvement écologiste indépendant. Une élection partielle importante, on l'a vu, au niveau local, au niveau national. Pour Dolores Roquet, un challenge aussi, puisque il va falloir à nouveau repartir au combat. Elle l'avait emporté de 10 voix. Quel regard vous portez, vous, du Gard, mais c'est quand même une élection qui vous intéresse, cette partielle de l'Hérault? On a une majorité à l'Assemblée nationale qui doit être confortée. Donc évidemment, on souhaite toute réussite à Dolores. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vrai que cette élection partielle se déroule dans un climat politique assez particulier. Donc je pense que nombre de commentateurs et l'ensemble des politiques vont regarder les scrutins et les reports de voix d'une manière assez précise, parce que, voilà, avec la situation que connaît aujourd'hui l'UMP, la création de l'UDI, enfin, c'est vrai que la droite semble assez émiettée, et donc cette élection va permettre de nous amener quelques enseignements sur la suite, y compris idéologique, de la droite, dans quoi elle va s'inscrire très exactement. Enfin voilà, donc c'est en ça, à la fois, il faut que l'on conforte la majorité à l'Assemblée nationale. Donc Dolores avait gagné, certes, de 10 voix qui ont été contestées. Il y a de nouveau une élection, mais elle a de la réserve, elle a de l'envie, elle a de la compétence, donc elle a de quoi emporter cette élection. Le deuxième pan étant, effectivement, vu du Gard, mais comme de l'ensemble du pays, on va regarder cette élection avec attention pour voir comment les mécaniques politiques vont s'orchestrer, et notamment, pour ce qui nous concerne, on va regarder vraiment tout ce qui est de l'ordre des reports de voix de la droite sur le candidat de la droite. Est-ce que Dolores Roquet va pâtir des difficultés du gouvernement? C'est pas facile de diriger ce pays. Est-ce que Elie Abou va pâtir des difficultés de l'UMP? Et est-ce que le Front National arrivera à être au deuxième tour, sachant que en général, la triangulaire est peu probable. On vote moins lors des élections législatives. Déjà, la triangulaire avait été très limite. Le troisième candidat, donc Guillaume Vouzello, avait pu être au deuxième tour avec 150 voix de décalage. Donc c'était très très court. Le deuxième tour. Justement, Christian Dumont, sur les difficultés de l'UMP, on imagine que Elie Abou met pas forcément son étiquette forcément en avant en cette période. Enfin, vous avez parfaitement résumé la situation. Et je vous remercie. Et je suis très sensible à la Vous avez parfaitement résumé la situation et ne nous voilons pas la face. C'est vrai que cette élection, au plan national, aura valeur de test. Maintenant, il faut savoir qu'il y a sur cette élection un coefficient personnel d'Elie Abou qui est très important. Pourquoi? Parce que Elie Abou avait fait sur cette circonscription 7 points de plus que l'avait fait Nicolas Sarkozy. Donc, coefficient personnel, vous savez que, ça n'a jamais caché, Elie Abou est un copéiste de la première heure. Il est vrai donc que ces dissensions au sein de l'UMP irritent les militants. Est-ce que ça va aller au-delà des militants? Est-ce qu'il va y avoir une abstention? Est-ce que notre électorat va sanctionner Elie Abou, qui n'est pas pour grand-chose dans cette querelle interne au sommet parisien? Il avait l'air de dire que sur le terrain, justement, les gens faisaient la différence entre un problème national et effectivement un élu local. Mais moi, ce que je crains, c'est le problème de l'abstention. Mais en revanche,
là où je suis optimiste, c'est sur la marge qu'a Eliabou, eu égard au coefficient personnel que j'ai. Alors ça peut donner un résultat aussi serré qu'au mois de juin. Enfin, en tout cas, on verra. Premier tour dimanche. Premier tour dimanche 9 décembre. Et deuxième tour le dimanche qui suit, avec entre les deux tours un événement important, Olivier. Un débat sur TV Sud entre les qualifiés pour le second tour, évidemment. Ce sera le jeudi 13, notez bien, à 21h30 sur notre antenne. La politique, avec Midi Libre. TV Sud, vous l'avez compris. On se déplace un petit peu vers l'Est. On parle de Montpellier. On parle de Montpellier, on parle des municipales, on va parler aussi de Nîmes. Il n'y a pas que Montpellier dans notre Languedoc. D'autres élections à venir, évidemment, les municipales en 2014. Alors, à gauche d'abord, 2 candidats socialistes déclarés, Hélène Mandroux, le maire sortant, et un de ses adjoints, Philippe Sorel, mais il y a aussi les officieux, le président de l'Aglo, notamment, Jean-Pierre Moore. Il y en a une palanquée. On va pas tous les citer parce qu'on y passerait la soirée. Et pourquoi pas le député Patrick Vignal. C'est pas. Alors, en tout cas, il a demandé très officiellement la tenue d'une primaire citoyenne à Montpellier. Il demande aux Montpelliérains, sous forme d'un référendum en ligne, s'ils sont d'accord pour la tenue de telles élections primaires. Écoutez. On doit passer de Montpellier la surdouée à Montpellier la surdouée démocratique, parce qu'il y a des tas de citoyens qui ont des choses à dire. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on lance un site en ligne qui s'appelle lesprimaires-montpelliéraines.fr. Moi, je voudrais avoir le pouls des Montpelliéraines et des Montpelliérains. Est-ce qu'ils veulent aujourd'hui débattre, échanger avec des futurs élus, des futurs candidats? Je crois que c'est pour ça qu'il faut faire des primaires. Et puis, c'est vrai aussi, où nous avons la chance à gauche d'avoir des candidats assez exceptionnels. Il serait intéressant qu'ils descendent sur le tatami de la démocratie et qu'ils puissent un petit peu échanger avec les citoyens. Donc c'est ambitieux. On demande simplement 5% du corps électoral. Il y a 140 000 électeurs à Montpellier et on a lancé cette pétition pour que d'ici fin décembre, 7 000 soutiens disent on veut partager, on veut échanger, on veut vous rencontrer. On verra s'il y arrive. Vous avez vu Patrick Vignal sous le double regard d'experts en primaire, Barack Obama et François Hollande. Descendre sur le tatami de la démocratie. Je reprends la formule. Judocate, évidemment. La formule sportive de Patrick Vignal. Une initiative, comment vous jugez cette initiative, Christophe? Monsieur Vignal parle de prendre le pouls des Montpelliérains. Je note que jusqu'à présent, le pouls est assez faible parce qu'on est loin des 7000 signatures que c'est fixé comme objectif Vignal. Au jour d'aujourd'hui, nous en sommes à peu près à 465. Donc c'est une initiative. Vous suivez de près cette affaire. Je suis cette affaire de près. Et alors de votre côté, c'est une initiative qui ne rencontre pas beaucoup d'écho dans la population. Et qui semble pas faire l'unanimité dans le camp des socialistes. De votre côté, alors vous en êtes où justement de votre candidature? Est-ce qu'on aura droit peut-être à une primaire au sein de la droite locale pour les municipales? Écoutez, au niveau de l'UMP local, précisons-le bien, la situation est assez simple. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas pléthore de candidats. Et le candidat naturel, légitime, de par son passé, de par les mandats qu'il a exercés, des mandats nationaux, c'est Jacques Domergue. Donc tout le monde attend la décision que doit prendre Jacques Domergue. Nous connaissons tous quel est le problème de Jacques Domergue, qui est actuellement le directeur son engagement professionnel. Voilà son engagement professionnel. Est-ce qu'on va lui permettre d'aller au combat? Lui le souhaite, et le souhaite ardemment. Mais si il ne peut pas aller au combat, il a dit qu'il participerait au combat derrière. Et à ce moment-là, moi, j'ai fait acte de candidature. J'estime que mon parcours, depuis 1981, je suis dans l'opposition, est légitime. Vous connaissez bien le conseil municipal. Et je connais bien le conseil municipal. Je le connais bien, le conseil municipal. Je me bats au conseil municipal. J'ai des convictions. Je n'ai jamais changé. Jamais changé. Et donc, je me suis dit que si Jacques Domergue n'y va pas, eh bien... c'est vous, c'est votre tour. C'est mon tour. Après, tout va dépendre du mode de désignation. Est-ce qu'on ira à des primaires? Est-ce que ce sont les militants qui décideront? On le verra. En tout cas, on essaiera de faire en sorte que quand même, ce ne soit pas Paris, eu égard à tout ce qui se passe actuellement, qui impose un candidat. Allez, on se déplace encore vers l'Est avec Nîmes. Un mot sur Nîmes, à gauche. On en est où justement à gauche? Est-ce qu'il y aura aussi des primaires à gauche? Alors, on en est une volonté de primaire en tout cas. On n'en est pas là encore, puisque nous d'abord, de par les statuts, la question ne se pose pas dans l'absolu, parce qu'effectivement, une liste, une candidature doit être soumise au vote et à l'approbation des militants. C'est vrai qu'on a rencontré un certain succès concernant donc les primaires pour les présidentielles. Est-ce que d'un point de vue territorial, ça peut être décliné?
Modéliser, ça doit être en débat. Moi, à titre personnel, je suis pas forcément favorable à cette question de primaire, parce qu'à Nîmes, ça ressemblerait pas à grand chose au bout du bout, parce que notre problématique, elle doit être de fédérer l'ensemble de la gauche. Donc, si on parlait de primaire, ça voudrait dire des primaires ouvertes à l'ensemble de la gauche. Et je vois pas, d'abord, je suis pas complètement certain que les autres partis de gauche aient envie de ce type de primaire. À titre indicatif, on les y avait invités pour les présidentielles à participer à ces primaires. Et seul le Parti radical de gauche y avait participé. Donc, au plan local, j'imagine pas la faisabilité de la chose. Alors, ça veut dire, concrètement, vous êtes plutôt, comme on l'a déjà entendu sur ce plateau, du reste, de Fabrice Verdier, partisan d'un ticket Damien Alary, Françoise Dumas, Damien Alary, Françoise Alary, Damien Dumas. Alors, la question du ticket est évoquée. Ça va être là aussi soumis au débat, mais c'est vrai qu'à titre personnel, compte tenu de la situation que rencontre Nîmes, parce qu'on parle au plan national de la difficulté de diriger ce pays et de le redresser, au plan local, au plan nîmois, c'est de la même chose. Il faut quand même rappeler que nous sommes dans le top 10 des villes les plus endettées, et d'ailleurs 2 villes languedociennes sont épinglées dans ce rapport, Perpignan et Nîmes. D'ailleurs, c'est pas une attaque, hein, mais il se trouve que ce sont 2 villes dirigées par la droite depuis longtemps, et donc on va retrouver là une situation au niveau du municipal qui va demander à ce que nos candidats, enfin en tout cas à nos têtes de liste, et c'est pour ça que le ticket nous semble intéressant, ça va demander de la compétence, de la crédibilité. C'est vrai que Damien Alary, président du Conseil général du Gard, a fait déjà démonstration de sa capacité de gestion, de sa capacité à gérer un équipement de 3000 agents. Enfin, donc on a compris, vous le soutenez, vous serez derrière moi, lui. À titre personnel, oui, mais une fois de plus, nous, la démocratie au sein du Parti socialiste est véritable, et à ce titre-là, ce sera un débat qui va être engagé avec l'ensemble des militants. Et la première des choses tout de même, c'est la question du projet. Un peu rapidement. On enchaîne, nous, parce que évidemment, le temps tourne. Un dernier mot quand même, parce que sur Montpellier, il y a la création d'une association quand même, Montpellier Métropole 2014. Vous en faites partie, comme sûr, tous les alliés UMP de Montpellier. Une association pour mettre un projet en place pour l'élection municipale, c'est bien cela? Voilà, c'est classique. Vous savez, il n'y a rien de caché, rien de dissimulé. Cette association est présidée par mon ami Gérard Lannelongue, qui est membre d'ailleurs d'opposition du conseil municipal. Et cette association a vocation, bien entendu, à s'ouvrir aux Montpelliérains. Il y a de nombreuses personnes qui viennent nous rejoindre. On n'a pas voulu faire une antichambre de l'UMP. Et cette association, Métropole 2014, Montpellier, va faire un projet qu'elle soumettra au candidat qui devra ferrailler contre le candidat socialiste. Ou de la candidate. Ou de la Messieurs, candidate. On avait prévu de parler politique nationale. Évidemment, on a fait surtout du local. Il nous reste 4 minutes. On aborde un sujet, le sujet chaud du moment, ArcelorMittal à Florange. Vous êtes plutôt du côté des syndicalistes, Gilles Blanc, plutôt du côté de Jean-Marc Ayrault dans cette affaire-là? Moi, je suis du côté des salariés, mais Jean-Marc Ayrault aussi. La stratégie était quand même d'éviter de supprimer 629 emplois. Et quand on parle de 629 emplois, c'est autant de familles, plus les sous-traitants. Donc, jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, il y a un accord qui a été passé qui doit préserver donc ces emplois. On va effectivement surveiller de très très près le respect des accords, d'où le fait qu'on a des moyens de pression. C'est la question de la nationalisation temporaire. Voilà, donc on prendra nos responsabilités en temps et en heure, mais je suis du côté du monde du travail, parce qu'évidemment, en tant que socialiste, c'est ça qui nous préoccupe, et l'emploi est un combat majeur pour nous, et on ne traitera pas la question de Florange comme l'UMP a traité la question de Gandrange. Pour être très très clair. Christian Dumont. Oui, mais moi je vais vous dire, Monsieur Blanc, j'ai été frappé en venant sur votre plateau d'entendre sur une radio nationale Monsieur Martin, le délégué CFDT, les sanglots dans la voix. Il avait un discours qui était empreint de sincérité, discours d'un combattant, discours d'un syndicaliste, qui disait qu'il avait été trahi, Monsieur Blanc, par Monsieur Ayrault et par Monsieur Hollande, et de dire, on pensait que sous Sarkozy, il y avait le cynisme politique. Là, disait-il, il y a 10 minutes, il disait, on a atteint le paroxysme du cynisme avec Hollande et Ayrault. On a été trahi par des gens de gauche.
Voilà. Alors nous, on est bien entendu du côté des salariés. Et on est aussi également contre Montebourg, qui a voulu faire croire à tous ces gens-là, toutes ces petites gens qui vivent difficilement, les hauts fourneaux, on sait ce que c'est que le monde ouvrier, etc., en faisant croire à une nationalisation qui était techniquement infaisable. Là encore, la gauche, entre M. Montebourg, Ayrault et Hollande, a fait preuve d'une infamie, d'une indécence vis-à-vis des gens qui l'ont élu. Gilles Blanc, Arnaud Montebourg a eu tort de pousser aussi loin en laissant penser qu'une nationalisation était possible. Il n'a pas été le seul à le laisser penser, on continue à le laisser penser. Alors certes, c'est un coût d'1 milliard d'euros. Certes, on nous a laissé une situation nationale qui est absolument terrible. Mais il faut le dire quand même, le rappeler pour éviter de tomber dans des travers qui nous grandiraient pas ni l'un ni l'autre. Mais toujours est-il que notre défense à nous, c'est la question de l'emploi. On parle aujourd'hui de Florange, on pourrait parler de Petroplus, au plan local, on pourrait parler de Sanofi, etc. Il y a tout un tas de plans sociaux qui ont été mis sous le tapis. La question que vous me posez par rapport à l'attitude de Montebourg, je ne regrette pas que nos ministres, quels qu'ils soient, Montebourg compris, fassent le job. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils bagarrent. Ils s'autoproclament comme étant un combattant pour l'emploi. Moi, j'adhère complètement à cette vision-là. On doit tout essayer, tout tenter pour essayer à la fois de préserver l'emploi. François Hollande a dit que pendant 2 ans, ça va être vraiment très très difficile. On s'attend à ce que l'année 2013, il y a d'autres plans sociaux qui ont été mis sous le tapis, qui vont sortir du tapis. Donc, on connaît la situation économique. On le savait avant de se présenter donc à la direction du pays. On fait le boulot. Je peux vous assurer que l'ensemble de nos ministres, en tout cas que ce soit ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur, l'ensemble de l'Éducation nationale, de la culture, on est tous au créneau sur la question de l'emploi. Il faut quand même rappeler il faut juste rappeler quand même que le projet de François Hollande était basé sur une fiscalité et sur la jeunesse, mais était transversal à tout ça, la question de l'emploi, d'où le fait que quand même on a mis plus rapidement qu'imaginable la question des emplois d'avenir et bientôt les contrats de génération. On vous entend. Christian Duban, vous auriez fait tellement mieux, Nicolas Sarkozy aurait fait mieux sur cette affaire de Florange? En tout cas, il n'aurait pas menti aux salariés. Il ne les aurait pas, j'ai employé l'expression est employée par ce syndicaliste, il n'aurait pas enfumé les salariés. Parce qu'il y a quand même le respect de la parole donnée. Et quand on est aux responsabilités, quand on a ces fonctions qui sont extrêmement importantes, eh bien, on se doit d'avoir un devoir de réserve. On ne peut pas dire n'importe quoi. Il faut arrêter les discours démagogiques. Et tout le monde savait que M. Montebourg, sur cette affaire, eh bien, avait pris une initiative qui était une initiative personnelle. Et, bien entendu, il n'a pas été suivi par le gouvernement. Gilles Blanc pour le Parti Socialiste, Christian Dumont pour l'UMP. Merci messieurs d'avoir été avec nous sur ce plateau. Vous pouvez rester, vous allez voir, on va parler économie, on va parler musique aussi dans un instant. Merci cher Olivier d'avoir préparé tout ça. On marque une courte pause. On se retrouve pour la suite des aléas du direct.